Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée de cette semaine est une entrepreneure et la fière mère de 4 jeunes femmes, Laurence, Rosalie, Juliette et Sophie. Elle viendra d'ailleurs nous expliquer pourquoi, selon elle, la vie lui a donné 4 filles. Neuroatypique, mon invitée a une douance et est typée HPE. Elle vient nous expliquer ce que cela comporte. C'est d'ailleurs en voulant comprendre une de ses filles au potentiel différent qu'elle a pu comprendre ses propres distinctions. Fondatrice de Cake Toi, elle en a été la propriétaire durant 7 ans, lors desquels elle a créé des gâteaux d'anniversaire et d'événements pour plusieurs personnalités et artistes. Son parcours de femme entrepreneur, qui a aussi été pavé d'embûches, l'a fait grandir. Elle vient nous partager son parcours teinté de force et de résilience, en ayant toutefois la tête encore pleine de projets et d'objectifs à réaliser. Bienvenue à une femme qui en a beaucoup à raconter et qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Je reçois Amélie Lavoie. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Claudine. Bonjour Amélie. Écoute, je suis émue. Ah ouais? Parce que j'ai manqué à voir les yeux rouges, là. Je ne sais pas si la caméra le capte, mais c'est beau. Ah ouais? Merci. Déjà, tu es venue me toucher avec cette introduction-là parce que je pense que j'aurais pas pu faire mieux que ce que tu as fait là. Je te remercie. Je vais la garder oui, certainement. Je pourrais même te l'envoyer. Je la photographierai peut-être pour mes filles. Oui, ça t'anecdote, ça. Oui, parce que justement, on se connaît déjà un petit peu. On s'est déjà rencontrés au Salon de la Femme. Tu étais exposante justement avec tes fameux gâteaux qui sont quand même reconnus dans la grande région de Montréal et même ailleurs au Québec. Puis là, j'ai aussi reçu ta fille Juliette en podcast. Ouais. Et là, toi aussi, tu as pas mal de choses à raconter parce que, c'est ça, tu es la fière maman de 4 jeunes femmes. Tu as un parcours d'entrepreneur avec tout ce que ça comporte, comme embûche, etc. Et puis, je dis, écoute, sais-tu quoi, on va faire un podcast ensemble parce que je suis certaine que tu as plein de choses à vous raconter. Oh, sûrement. J'ai plein de choses à dire. Puis, ça fait plusieurs années que je réfléchis à la meilleure façon pour moi de transmettre l'information que j'ai accumulée au cours des années. Fait que c'est toujours un plaisir de venir en podcast comme ça pour partager un peu de mon parcours avec les gens. Tu m'avais dit, quand on s'est rencontrés, à un moment donné, tu as dit, moi, tu sais, avant tout, ce que je voulais faire, c'est être mère. C'est ça la première job que tu te donnais comme jeune femme. Absolument. Absolument. Je veux dire, moi, je pense que je fais partie de la dernière génération, là, puis je ne veux pas généraliser puis dire que toutes les femmes de mon âge, de 50 ans, ils ont été élevées comme ça. Je vais parler pour moi, mais j'ai été élevée dans le but dans la vie, c'est de se marier puis d'avoir des enfants. Chez nous, c'était vraiment super important. Je pense qu'il y avait pas vraiment d'autres avenues pour les filles. En tout cas, on ne réfléchissait pas à s'il y avait d'autres possibilités. Je réfléchis beaucoup à ça, puis des fois, je fais attention à ce que je dis parce que je ne veux pas dire des choses qui sont pas vraies. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Fait que c'est vraiment une question de perception. Puis tu adhérais bien à ça. Oui, absolument. C'est peut-être pour ça que tu ne te posais pas d'autres questions, parce que toi, tu disais, sais-tu quoi? Tant mieux, j'ai vraiment le goût de faire ça. Bien, moi, en fait, je pense que dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour servir, puis il y en a qui sont faits pour être servis. Quand on écoute Downton Abbey, là, il y a deux factions. Il y a les gens d'en haut puis les gens d'en bas. Moi, c'est simple. Dans la vie, je suis une fille d'en bas. Je suis là pour servir, puis quelle façon plus magnifique de servir que d'avoir des enfants. Pour moi, c'était ça. C'était donner l'amour inconditionnel. C'était se mettre au service de l'autre. Puis pour moi, c'était ça la priorité. Puis Cake Toi, c'est un peu ça aussi, c'est se mettre au service de l'autre. Puis c'est la trame qui a guidé tout mon parcours, finalement. Puis c'est ce qui a fait de moi une mère très jeune. Oui, parce que, donc, tu arrives, là, tu dis, parfait, ton but premier, c'est tu voulais fonder une famille. Tu as eu ta première fille à quel âge? J'ai eu Laurence Élisabeth, j'avais 22 ans. Donc, je dis souvent que j'ai été maman avant d'être une femme, avant de comprendre ce que ça voulait dire et avant de comprendre les enjeux de ce que c'était être une femme.
Fait que j'ai eu Laurence à 22 ans, j'ai eu Rosalie à 24 ans et à 27 ans, j'ai eu Juliette. Donc, à 27 ans, j'avais 3 filles, j'étais mariée et j'étais une mère de famille. Donc, aujourd'hui, j'ai 52 ans, puis quand je regarde en arrière, ça fait 30 ans que je suis une mère. Donc, ça fait plus longtemps que je suis une mère que de temps que je suis sur la terre. Fait que je pense que s'il y a quelque chose que je connais bien, c'est ce rôle-là. Puis ce rôle-là, il se modifie à chaque jour, il devient organique, il change, il se module. Il y a Sophie qui s'est ajoutée quand j'ai eu 35 ans, qui est venue compléter une famille reconstituée. Puis, pendant longtemps, j'ai cru que la seule raison que j'avais d'exister, c'était ces 4 filles-là. Puis, il a fallu que je réapprenne quand ces 4 filles-là ont commencé à partir. À partir par devenir des jeunes femmes, Ouais. tout ça, parce que c'est ça, tu étais le centre de leur vie. Ouais. Puis après ça, ben, les amis, les petits chums, les conjoints, etc., ça rentre, leurs propres aspirations aussi, donc ils sont Absolument. moins là. Puis, tu sais, chez nous, en vieillissant, comme on m'a éduquée vraiment à aller vers la vie de mère, je me suis toujours définie par mes conjoints. Et j'ai compris sur le tard que c'était pas la meilleure chose à faire, mais j'ai fini par le comprendre. Mais pour moi, c'était très important, la personne qui était à mon bras. Fait que quand je choisissais quelqu'un, les critères que j'avais n'étaient pas nécessairement les mêmes que ceux que j'ai aujourd'hui. Puis la vie m'a donné 4 filles. Puis avec ces 4 filles-là, ben, j'ai compris qu'il fallait que je leur montre à être autonome, qu'il fallait que je leur montre à avancer, puis que c'était pas important qui était à leurs bras, c'était important qui elles étaient, qui elles devenaient dans la société. Puis ça m'a donné une sacrée leçon parce qu'aujourd'hui, à 52 ans, ça fait pas longtemps, mais je me tiens toute seule sur mes 2 jambes. Puis c'est moi qui décide. Puis la personne qui est à côté de moi en ce moment, elle fait un travail extraordinaire. Mais je suis capable toute seule maintenant. Et ça, même pour lui, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on est ensemble, ça a été quelque chose de difficile à vivre parce qu'il y a eu un moment donné où j'ai donné un coup de volant. Puis j'ai dit, OK, là, j'ai été une mère, je me suis occupée de mes enfants, je me suis occupée de mon conjoint. Maintenant, moi, je suis qui? Et il y a eu une grosse remise en question. Puis là, il y a la femme qui est devant toi. Puis la femme qui est devant toi, je pense qu'elle a atteint un certain équilibre entre la mère, la femme, la carriériste et tout. Parce que à 22 ans, quand on a un premier enfant, comment tu as vécu ça? Parce que tu étais contente, c'est ce que tu voulais, Ah oui, je la c'était voulais. attendu. Absolument. Fait que toi, tu avais la maturité. J'étais mariée. OK. J'étais mariée, je l'attendais, cet enfant-là, j'en rêvais. Là. Il y a beaucoup de choses. Là. D'ailleurs, tu en as parlé dans ton introduction. Ma relation avec ma mère a toujours été extrêmement difficile. C'est probablement lié à ma douance. Fait que on a eu une relation en dents de scie que j'ai explorée de fond en comble sur des dizaines d'années de thérapie pour essayer de comprendre. Mais cet enfant-là, ça représentait de l'amour inconditionnel. Il y a des choses que tu ne voulais pas reproduire, il y a des choses que tu c'est pas une voulais question même de pas pas ça. reproduire, c'est une question que Tu voulais vivre la maternité différemment. je voulais avoir quelqu'un dans le monde qui était pour m'aimer toute ma vie. Et je pense que c'est ça. Puis je pense que j'ai donné cette responsabilité-là au début dans la jeunesse de mes enfants à mes enfants. J'ai compensé sur ce qui avait manqué chez nous, finalement. Puis elles l'ont porté, ça, puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que je leur faisais porter ça. Quand je l'ai eu compris, j'ai changé ma façon de faire. Mais je pense que c'est pour ça que je les ai eus si jeunes. J'avais besoin d'un port d'attache. J'avais besoin de quelque chose qui était vraiment solide parce que chez nous, c'était tellement fragile. Ouais. Puis là, tu n'étais pas grand-mère encore parce que ça va être une autre étape. Dieu sait que tout le monde sait que je veux être grand-mère. J'imagine. Ça va être grand-maman. Parce que je trouve que j'ai mérité le titre de grand-maman. J'ai été une maman, mais là, je mérite le grand-maman. Fait que ça ne sera pas mamie, ça ne va pas être grand-mère, ça va être grand-maman. Et j'attends ça, là, si tu le savais. D'ailleurs, quand on était en pop-up, il y a 2 semaines, j'ai acheté de la vaisselle.
Pour tes futurs petits-enfants qui ne sont pas encore au monde. Non, puis qui sont même pas en pensée cochonne, comme moi. Ils sont même pas en pensée cochonne. Mais j'ai de la vaisselle. Pas grave, c'est pas périssable comme des c'est gâteaux. ça, Tu vas être c'est ça, capable je me dis, j'ai dit aux filles, j'ai dit, pas de pression. Si jamais vous venez avec vos amis puis qui ont des enfants, je les aurai. Mais d'équiper. j'attends ça avec beaucoup, beaucoup d'impatience, mais je respecte le rythme de chacun. Je suis pas en train à chaque jour d'appeler mes filles et de dire, bon, ça s'en vient. Non, on leur met de la pression. Souvent, ils ont assez de pression, les jeunes adultes. Surtout que c'est de plus en plus tard maintenant. Là, c'est plus vraiment 22, 23 ans. Là, c'est pas avant 30 quelques années. Puis, des fois, ils la sentent, la pression, surtout dans le temps, des fois, de rassemblement, dans le temps des fêtes, quoi que ce soit. Ils se font souvent dire, quand est-ce que vous nous faites un petit? Là, quand est-ce que vous vous mariez? Quand est-ce que... Tu sais, cette pression-là, on dirait qu'elle traverse le temps. Puis, tu sais, c'est pas toujours... je suis pas là-dedans. Quand j'ai besoin, je me suis acheté un bébé chien. Ça fait la job. Ça fait complètement la job. Ça compense mes envies de materner. C'est de materner. Parce que ça, là, tu l'as vraiment en toi, que tu sois un entrepreneur, que tu sois... Tu sais, Puis c'est vrai, le côté maternel, là, ça, on l'a ou on l'a pas, ou on l'a moyennement, mais il y en a qui l'ont très fort. Tu disais justement, moi, la vie m'a donné 4 filles, puis je sais pourquoi. Ouais. Pourquoi la vie t'a donné 4 filles au lieu de 2 gars, 2 filles, ou juste un... Parce que j'avais à apprendre qu'une femme, ça a de la valeur. OK. Parce que mon papa que j'adorais, là, mon papa qui était mon idole, là, il disait toujours la petite madame, la petite caissière, la petite serveuse. Puis quand il parlait d'un policier, il disait un policier, un notaire, un vendeur. Mais la fille, c'était toujours la petite quelque chose. Fait que pour moi, en tant que femme, produire des enfants, c'était ça qui m'amenait de la valeur. Puis le conjoint que j'avais à côté de moi. Fait que mon premier mari est ingénieur. Je veux dire, il fallait que j'aille quelqu'un avec du standing parce que dans ma tête de jeune femme de 20 ans, c'était ce qui faisait que chez nous, tu te définissais pour avoir de la valeur. Ouais. Puis quand je tombe enceinte, bien là, j'avais le mari ingénieur puis le bébé. Quel beau kit! Mais à un moment donné, ces enfants-là, ils s'en vont. Puis là, tu les vois pousser, puis tu fais comme, OK. Il y a un vide qui s'installe. Est-ce que mes filles, je veux qu'ils se définissent par le gars ou la fille qui marche à côté d'eux? Non, mes filles sont capables toutes seules. Mes filles sont capables de se faire vivre. Mes filles, je leur ai enseigné l'autonomie. J'ai pas transmis ça, mais j'ai appris avec elles. À travers ça. À devenir une femme indépendante, à comprendre que j'ai une valeur toute seule. Aujourd'hui, j'ai une valeur toute seule. Et c'est elles qui m'ont fait grandir au même titre que moi, je les ai fait grandir. On s'est aidés mutuellement là-dedans. Il y a des choses que tu ne voulais pas pour tes filles, que tu t'es rendu compte que tu avais accepté pour toi, mais que tu ne voulais pas nécessairement que tes filles endossent un peu le même pattern ou le même projet de vie, là, justement, d'être avec un homme puis d'être défini par ce que cet homme-là... non, je ne voulais pas ça du tout. À quel moment arrive l'entrepreneuriat dans ta vie? Aussi loin que je peux me souvenir, là, 14, 15, 16 ans. Des projets à l'école, des ventes de trucs que je trouvais pour financer les activités parce que chez nous, on n'était pas riches, vraiment pas riches. C'est très loin. Tu sais, j'ai fait mon cours d'agent d'immeuble. La première fois, j'avais 17 ans. Puis je l'ai fait 3 fois dans ma vie, mon cours d'agent d'immeuble. J'ai travaillé chez Remax, chez Sutton. T'es revenu à l'agent d'immeuble souvent, 3 fois dans jusqu'à ta vie. temps que je comprenne qu'est-ce que j'aimais pas dans être agent d'immeuble. Mais tu sais, ce qui me définit, je pense, en tant qu'entrepreneur le plus, c'est que j'ai jamais été capable de vivre avec quelqu'un qui me dicte ma conduite. J'ai beaucoup de difficultés à vivre avec quelqu'un qui régimente la quantité d'argent que je suis censée gagner pour travailler. J'ai besoin de gérer mes affaires. Je suis fière le soir d'aller me coucher et d'être rémunérée à la quantité d'efforts que j'ai mis. Ça fait partie de moi. Aussi loin que je puisse me souvenir, là, je pense que j'ai eu 12 jobs dans ma vie, qu'il n'y en a pas une qui a duré plus que 3 mois. Je veux dire, parce qu'au bout de 2 mois, j'avais fait le tour. Puis de toute façon, pour un patron, je devenais absolument insupportable. Là. Moi, une fois que j'ai fait le tour de la job,
De moins en plus ou... Non, mais je vais faire des niaiseries. J'ai fait le tour. Change-moi de chaise. Trouve-moi d'autres choses. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais juste sauter d'une place en place, puis t'es quelque chose intérieurement, puis il faut que tu vives en vérité avec ce que t'es. Puis ça, l'entrepreneuriat, aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai été élevée de façon très, très, très conservatrice au niveau de la famille, des enfants, du mari. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été écrasé ou qui a jamais été réprimé. C'est ce que j'ai toujours été. Je me souviens d'avoir des discussions avec mes parents où ils me disent mais là, tu as des enfants, tu as une famille, tu vas pas encore devenir un entrepreneur, tu vas fragiliser ta situation financière. Puis de regarder mes parents, puis je m'en fous. J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans. De l'argent, quand il n'y en aura plus, il y en aura d'autres, puis je vais trouver un moyen d'en faire. Puis ça fait 30 ans, 40 ans que je vis comme ça. Que je vis avec l'insécurité financière, que je vis avec ne pas savoir de quoi le lendemain est fait. Mais pour moi, c'est la plus belle vie. Parce que je suis libre. Puis il y a un challenge aussi là-dedans. Il y a quelque chose d'enivrant là-dedans aussi, possiblement, que tu... Puis il y a la liberté. Puis je veux dire, Dieu merci, je suis une bosseuse. J'ai du cœur au ventre. J'ai du cœur au ventre, je suis travaillante, je peux travailler 7 jours par semaine, 20 heures par jour. Ça me dérange pas. Ça ressemble pas mal aux entrepreneurs, ça. Mais quand j'ai de la passion, le temps, pour moi, ça compte pas. Fait que, pour moi, c'était juste logique. Puis, tu sais, à part le fait que j'ai 252 idées à la minute, puis qu'il y a tout le reste là, qui est dû à ce dont tu as parlé, à ma douance. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis une personne extrêmement résiliente. Je peux te dire qu'à 52 ans, l'insécurité financière, c'est plus difficile à juguler que ça l'était à 25-30 ans, parce que là, je me dis, OK, ben là, il faudrait peut-être, tu as 52 ans, il faudrait peut-être que tu assoies les bases d'une retraite. Oui, c'est ça, oui. Mais t'es encore capable. Oui. J'ai encore des projets, j'ai encore des choses à faire. Fait que là, tu as fait ton parcours, tu as justement été agent d'immeuble. Après ça, c'était quoi ton parcours d'entrepreneur? Ça a commencé où? En tant qu'agent d'immeuble, on est travailleur autonome. Ouais. Fait que ça, c'est pas compliqué. Ça a été le premier, si tu veux, jalon d'un parcours entrepreneurial, être agent d'immeuble. Après ça, j'ai eu une entreprise qui s'appelait l'Agenda d'Amélie. Je faisais de la gestion de clubs social pour entreprises. Donc, exemple, si on prend une grande entreprise, c'est de plusieurs milliers d'employés qui ont un conseil un club social où est-ce qu'il y a 40 personnes qui siègent une fois par mois pour organiser des activités. Mais moi, je disais, mettez vos 40 personnes au travail, moi, je vais faire la job, puis je vais vous offrir 10 activités par année, clés en main. Fait que c'est ce qui a été vraiment ma première entreprise, c'est vraiment solide. Puis après ça, on calculait, Arnaud et moi, il y a quelques semaines, je pense qu'il y en a eu 7 autres. De trucs que j'ai essayés, que j'ai arrêtés parce que je suis tombée enceinte, que j'ai recommencé. Ça a été toutes sortes de petites incursions comme ça, mais j'ai toujours été pas mal travailleur autonome, à moins que quand j'étais vraiment mal pris. Puis ça s'est fini en 2017, quand j'ai ouvert Cake Toi. Ça faisait 7 ans que j'avais un service de garde en milieu familial à la maison pour enfants à besoins particuliers. Fait que ça a été quelque chose qui m'a fait vivre pendant 7 ans, puis j'ai très bien vécu. Puis ça m'a ouvert tout un univers sur l'autisme, les troubles de personnalité, toutes ces choses-là. Est-ce que tu savais à ce moment-là que Juliette, est-ce qu'il y avait un diagnostic de Juliette? Et pourquoi les enfants à défis particuliers? Pourquoi? Parce que c'est les plus intéressants. Pour moi. Ça t'attirait dans le sens, il n'y avait pas vraiment cet enjeu-là dans la famille à ce moment-là? Bien, il y avait Juliette, mais à ce moment-là, si on retourne 14 ans en arrière, Juliette, elle avait une douzaine d'années. Je le savais que ma Juliette était spéciale. Je l'ai toujours su. Quand tu es une mère, tu le sais, tu le sais, ces choses-là. Tu le sais que ton enfant il est différent. Mais à cette époque-là, on voyait là, des spécialistes, des travailleurs sociaux. Puis il n'y a jamais personne. Je me faisais dire des choses absolument horribles. Là, on émettait des diagnostics, des affaires, puis ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est pas ça qui a fait que le service de garde est arrivé comme ça. Ce qui est arrivé, c'est que il y en est
j'ai été à la maison, je voulais un service de garde d'âge scolaire, puis je me suis ramassée à obtenir tous les enfants que le service de garde de l'école ne voulait pas. Et moi, étant atypique, c'est sûr que j'ai une facilité à travailler avec ces enfants-là parce que je peux comprendre les besoins. Puis ça, à cette époque-là, toi non plus, tu sais pas. Là, non, je le sais pas. Je le sais pas. C'est juste comme... C'est arrivé plus tard. C'est juste un feeling. Ouais. Un feeling de voir ces enfants-là puis de dire, OK, ça connecte, on se comprend, je suis capable de naviguer avec ça. Puis pour moi, ça a toujours été les enfants qui sont les plus attachants parce qu'ils sont différents. Donc, ils se lèvent, ils mènent un combat chaque jour, pareil comme je voyais Juliette mener un combat, pareil comme moi, je menais des combats. Fait que je pense que c'est tout simplement ça. Puis il n'y avait pas juste des enfants atypiques dans mon service de garde, il y a eu un mélange, mais je te dirais que la majorité l'était. Fait que là, tu as ton service de garde. Après ça, on ferme le service de garde. Tu fais autre chose. C'est là que Quelque-toi arrive? C'est là que Quelque-toi arrive. Mais Quelque-toi est arrivé avant que je ferme le service de garde. OK. Donc, c'était comme parallèle. J'avais un service de garde en milieu familial pour enfants à besoins particuliers, mais d'âge scolaire. Fait que le matin, le midi, puis après l'école, ils étaient là. Mais dans l'avant-midi puis l'après-midi, j'avais rien à faire. Puis à un moment donné, quand ça fait 7 ans que tu tournes dans ton bassin, les activités, tu ne les prépares plus. Là. Tu le sais, tu sais ce qu'ils veulent. Puis le nid a commencé à se vider. Fait que là, j'avais tous mes matins puis tous mes après-midi où je ne faisais rien. Les enfants étaient partis de la maison, il restait Sophie, des fois Juliette. Il a fallu que je me réidentifie. Puis ce qui a donné le coup d'envoi, c'est le décès de ma mère. Le décès de ma mère, ça a tout remis en question. Je veux dire, il m'est poussé des ailes. Il m'est poussé des ailes. Ça a changé complètement ma façon de voir ma vie. Le départ de ma mère. C'était une maman, bien que je l'aime, puis qu'elle est partie en paix, je lui tenais la main, puis que je lui ai pardonné. Ça a été extrêmement difficile. Beaucoup de jugements, Elle ne comprenait pas qui j'étais. Je veux dire, j'étais différente, je dérangeais, j'étais trop intelligente, trop vite, trop tout. Tu sais, toute ma vie, je me suis fait dire que j'étais trop émotive, tu parles trop, tout est tout le temps à propos de toi, tout est toujours centré sur toi. Ben oui, c'est ce que je suis. C'est pas volontaire, c'est pas méchant, c'est ce que je suis. Fait que quand elle est partie, le nid était vide, je savais plus quoi faire. Puis un matin, je me suis dit, ben ça fait longtemps que je fais des gâteaux, que je m'amuse à la maison. Je vais ouvrir une page Facebook, juste pour me désennuyer. J'en ai parlé avec ma gang. Je les ai assis à la table un soir, puis je leur ai dit, maman va ouvrir une page Facebook, là, puis je vais commencer à vendre des gâteaux. Ils m'ont tout regardé, puis ils ont fait. Personne ne voulait un morceau de ça. Maman va vendre des gâteaux. Ben oui, maman, un autre de tes histoires. Là, ben oui, vends des gâteaux. Tu vas faire ça sur l'heure du dîner. Puis, entre l'heure du dîner, excuse-moi, avant l'heure du dîner. Puis de fil en aiguille, ben, ça a été 1, 2, livré dans mon coffre de char chez Saint-Hubert à Boucherville. Puis 3, 4. Puis la page Facebook qui grimpe. Puis, tu sais, j'ai de la chat. Pareil, les gens s'attachaient à moi, puis tout. Puis 6 mois après avoir ouvert ma page Facebook, j'étais allée au marché public de Longueuil pour vendre des cupcakes dans le corridor. Puis on en avait fait produit 400 pour 4 jours, puis on en a vendu 1800. Puis la gang qui m'avait dit non, on ne veut pas embarquer, ils ont fait des cupcakes 24 heures sur 24 dans cette fin de semaine-là. Puis au bout de la fin de semaine, le directeur du marché public de Longueuil m'a dit « Amélie, on te veut ici ». Fait qu'ils m'ont fait un pont d'or pour que j'aille m'établir là. Puis je suis retournée à la maison le soir, puis mon chum, il m'a dit « Voyons, fermer le service de garde, on vit bien, tout est correct, tu vas vraiment ressauter ». J'ai fait comme oui. C'est là. Je suis plus capable. Être dans la maison, les enfants, tout le monde est parti. J'ai besoin de me trouver, moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je suis là. Puis j'ai ouvert Quelque-toi le 23 novembre 2017 au marché public de Longueuil. Puis, ben, maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Ça fait 7 ans que ça dure. Mon histoire de gâteau que personne ne voulait faire. Ça a duré quand même 7 ans. Ça s'est bien passé. Ça a été difficile. En fait,
j'ai été victime de mon succès. Donc, dans les 2 premières années de Cake Toi, j'avais une croissance trop rapide. On a vu du 393 % d'augmentation d'une année à l'autre. J'étais un entrepreneur, mais jamais j'avais été un chef d'entreprise avec des employés, avec un chiffre d'affaires important. Puis j'étais en apprentissage. J'avais probablement pas l'expérience qu'il fallait pour juguler une croissance aussi rapide. Puis j'ai fait des erreurs, comme tous les entrepreneurs. Mais j'avais un succès. Fait que c'est en arrière que c'était plus difficile financièrement, puis est arrivée la pandémie. Puis j'ai même pas eu le temps de reprendre mon souffle entre mon 393 % d'augmentation que la pandémie est arrivée et que là, on a vraiment explosé. Là je suis passée de 12 employés en 2020 à 32 en 2021-2022. C'était des services en ligne, les gens commandaient en ligne. En ligne, puis c'est pas compliqué, là, la première année, le premier confinement, on était les seuls qui faisaient des gâteaux dans toute la grande région de Montréal, puis je te parle là, jusqu'à Tremblant, jusqu'à Sherbrooke, jusqu'à Beauharnois. Pourquoi? Les autres ont fermé boutique? Oui, parce que M. Legault, il a dit qu'il fallait que les services non essentiels ferment. Fait que Métro, IGA, les boulangeries, tout le monde a pris ça pour de l'acquis, puis tout le monde a fermé. Puis moi, je me disais, hey, là, 25 employés, taux de croissance de 393 %, je ferme pas, là. Voyons donc, il doit bien avoir un moyen. Puis tu sais, je suis vite, je suis intelligente, je suis pleine de ressources. J'ai appelé à la direction des poursuites, j'ai toujours de la misère à le dire, tu dois le savoir, là, le DCPT. Oui, pour voir si peut être un service essentiel, quelque chose comme ça. Là, j'ai dit, est-ce que mon premier ministre a dit que je devais arrêter de faire des gâteaux? Puis ils m'ont dit non, vous êtes un service essentiel, c'est de l'alimentation. J'ai dit, pouvez-vous me mettre ça par écrit? Oui, madame. Ils m'ont envoyé une petite lettre, comme quoi j'avais le droit de rester ouvert. Ben, je suis restée ouverte. Fait que j'ai ramassé toute la clientèle. Et c'est ce qui a fait qu'on a monté aussi vite. Là. On ne va pas se le cacher. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous autres, on envoyait des gâteaux à Québec, à Sherbrooke, à Mont-Tremblant. Là. Tout le monde venait chez nous. On avait des files là, d'1h30, 2 heures d'attente pour ramasser des gâteaux. On tournait à plein régime. Là. Fait qu'on est monté jusqu'à 32 employés à cette époque-là. Puis ça se passait super bien. Je gérais comme il faut. J'avais réussi à juguler mon histoire de croissance rapide. Et là, est arrivé le 2e confinement. Et là, j'ai fait l'erreur majeure qui m'a cassé les 2 jambes. C'est-à-dire que, tu sais, tantôt, on parlait de maternelle. Moi, j'ai toujours été une mère. Fait que moi, mes 32 employés, là, c'était pas mes employés, c'était mes enfants. Puis quand le 2e confinement est arrivé, là, tout le monde a vu Cake Toi resté debout au premier confinement. Fait qu'ils ont tous fait la même chose que moi. Et là, moi, je me suis retrouvée avec 32 employés, avec tout le monde ouvert. Et j'aurais dû donner un coup de volant majeur à cette époque-là. Puis faire des coupures. Puis couper. Puis je ne l'ai pas fait. J'ai gardé les 32 employés pendant 1 an. Ça m'a pris 1 an avant de comprendre qu'il fallait que je mette du monde à pied. Et moi, je me disais, ces gens-là, pendant la pandémie, on a vécu l'enfer ensemble. Leurs enfants, c'était mes petits-enfants. On se voyait les fins de semaine. On se fréquentait. Il n'était pas question que je me débarrasse de ces gens-là. Ça avait été des bons soldats pour toi dans toute ta... oui. Puis, tu sais, j'entends Arnaud me dire encore, c'est tes employés, c'est pas tes enfants. Puis moi, dire, ben non, je vais y arriver. Je vais travailler 208 heures par semaine pour les maintenir en place. Puis ça m'a tuée. Ça m'a tuée. Le chiffre d'affaires n'a pas... Le chiffre d'affaires n'a pas suivi. Le chiffre d'affaires était quand même intéressant, mais pas suffisant pas pour 32 personnes. T'sais, il aurait fallu que je donne un coup de volant et que je revienne à 20. Puis je veux dire, en couper 12. Voyons, en couper 12. 12 qui choisit? C'est qui? Pourquoi elle? Pourquoi pas lui? Pourquoi? Fait que, tu sais, tout ce que j'avais réussi à amasser en sécurité financière ou quoi que ce soit, je l'ai mangé en 1 an. Fait que je suis sortie de la pandémie complètement amochée, très, très, très faible, épuisée. Mais je suis quand même sortie de la pandémie. Donc, quelque part, il y a des choses que j'ai fait correctes. J'ai pas tout fait correct, mais j'ai fait des choses correctes. Tu sais, Cake Toi
a duré pendant 7 ans, Mhm. c'est parce que le commandant qui était en avant savait ce qu'il faisait. Oui. Mais l'année dernière, il a fallu que je me rende à l'évidence que ça prend un enfant pour élever un village. Puis mon enfant, il était temps qu'il passe au secondaire, puis qu'il aille se faire élever avec d'autres mondes. Parce que moi, j'arrivais plus à y donner ce qu'il avait besoin pour continuer. Fait que, tu sais, il a fallu que je prenne la difficile décision de passer à autre chose. De dire, OK, j'ai amené ce ballon-là de football jusqu'à un certain point, puis là, il faut que je fasse une passe à quelqu'un d'autre parce que sinon, il va mourir. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis il est arrivé toutes sortes de choses. Puis aujourd'hui, Cake Moi est là. Je ne suis pas la propriétaire de Cake Moi. Je suis encore la figure emblématique. C'est Cake Toi maintenant. C'est Cake Moi maintenant. Mais Cake Moi, OK. Ouais. Avant, c'était... Cake Toi. Cake Toi, puis là, c'est Cake Moi. Ouais, fait que je suis toujours la face sur le devant. C'est toujours moi que les gens voient. Je veux dire, moi, je suis le brand. Fait que tu peux pas faire mourir un brand comme ça. Tu peux... Non, puis tu connais. Puis il y a plein d'entreprises qui ont vendu, des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise puis qui sont restés directeurs de, justement, du magasin ou directeur de l'entreprise ou quoi que ce soit, ou repris au président. Tu sais, ce que j'ai réussi à faire en 7 ans, c'est rendre la compagnie tellement... J'allais dire un mot en anglais, successful, mais c'est tellement un succès que j'ai pas été la seule à pas vouloir la voir mourir. Mm-hmm. Il y a eu d'autres mondes qui ont levé la main puis qui ont dit « Hey, nous autres, on n'a pas envie que ça meure, puis on pense qu'on est peut-être capable de pousser ça plus loin. » Mais j'ai lâché le volant pour plein de raisons. Parce que je suis fatiguée, parce que je travaille 7 jours par semaine, parce que ça m'a épuisé, tout ça, là, la pandémie, tout le reste. Je suis juste contente d'avoir passé le ballon avant d'être obligée de dire « on va faire mourir tout ça ». Puis en sachant qu'au moins que ça continue, puis là, en même temps, tu restes là en tant qu'employé, ce que je comprends. Je suis là en tant qu'employée. J'ai retrouvé le bonheur de me lever le matin, d'aller rejoindre mes abeilles, qui sont avec moi, Ariane, depuis 6 ans. Ariane est à côté de moi. Je l'avais perdu, ça. Tu sais, j'étais tellement pognée dans essayer de passer à travers la semaine d'après, puis tellement pognée dans essayer de comprendre s'il fallait que je ferme, s'il fallait que je continue, s'il fallait que... J'en avais plus de plaisir. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ce plaisir-là que j'avais au départ. Puis il y a moins de responsabilités. Oui, c'est sûr. Il y a moins de responsabilités. Je suis très chanceuse parce que les gens qui sont qui sont mes patrons maintenant, qui sont avec moi, ont compris que j'étais une espèce de bébite spéciale puis qu'il fallait me donner de la latitude. Fait que je ne suis pas encarcanée dans une job de 9 à 5 du lundi au vendredi. Aujourd'hui, je suis en podcast avec toi, je tripe ma vie. Ce côté-là, je veux dire, c'est ce qu'ils ont voulu avoir en m'embauchant. Puis moi, ça me fait triper. Fait que, tu sais, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Combien de temps ça va durer encore? Ben, je le sais pas. J'ai 52 ans. Est-ce que je vais faire Cake Moi jusqu'à la fin de mes jours? Je pense pas. J'ai plein d'autres choses à faire. Tu sais, je le dis bien honnêtement puis transparent dans ma tête. Oui, parce que l'entrepreneur est toujours là. Le projet aussi. Il y a des choses qui doivent bouillonner. Là. Ah oui, mais tu sais, je tripe ma vie, là. Je veux dire, cette aventure-là, en ce moment, on fait les calendriers de l'Avent, là, puis les gâteaux... On n'a pas de contraintes parce que c'est pas les clients qui nous demandent quoi faire. On y va avec nos tripes, tu sais. Puis on tripe, je veux dire. On a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. C'est difficile à faire comprendre à du monde. Parce qu'il y a beaucoup c'est de juste des gâteaux. là-dedans. C'est un côté très créatif, ça veut dire. Parce que, tu sais, créer des gâteaux, puis penser à, justement, différentes façons d'amener ça. Tu as quand même la création qui est en toi. Ben oui, puis tu sais, je pense que la plus grande force de Cake Moi, c'est... Justement, on est plusieurs, puis on est multidisciplinaire. Puis c'est sûr que toute seule, j'étais bonne au début, mais là, multiplie ça par 10 personnes, là. Puis tu sais, ces gens-là qui sont autour de moi, là, je les ai choisis, là. Je suis comme une Renée Angelil de trouver des filles qui font des gâteaux. Je les spot, les talents, là. Je suis pas complètement...
j'embauche juste sur portfolio. Après ça, il faut que ta personnalité affite dans l'équipe. Faut que tu sois... Ça soit un tout. Ben oui. Fait que là, on est 10 flyés là, qui s'installent pour créer un gâteau de Noël. C'est sûr que dans notre tête, ça part dans toutes les directions, puis on a du plaisir. Puis tu sais, c'est comme ça, dans tout ce qu'on fait chez Cake Moi, c'est magique, là. Puis la journée où cette magie-là sera morte, ben on Ça va aller arrêtera. faire autre chose. Mais là, pour l'instant, je veux dire, c'est bien trop cool, là. Ouais, puis surtout qu'on est dans un temps aussi. Ouais, C'est quand même cool. Justement, tu disais, là, maintenant, c'est ça, tu l'as dit, tu es neuroatypique et tu es typé HPE. Explique-nous qu'est-ce que c'est être HPE. Fait que je suis un haut potentiel émotif, ce qui veut dire que malgré tous les efforts que je vais faire dans ma vie, malgré tous les outils qu'on va me donner dans ma boîte à outils, niveau émotif, je vais toujours réagir comme une enfant entre 6 ans et 10 ans. Et ça, que ce soit positif ou négatif, c'est comme ça. Ça veut dire que chez moi, la blessure, elle fait mal fois 200. Quelque chose qui, pour quelqu'un, pourrait être anodin, pour moi, ça va prendre des dimensions épouvantables. Et ça aussi dans le positif. Je veux dire, quand je te dis, tantôt, tu as lu mon introduction, puis je suis venue les yeux pleins d'eau. Tout ce qui est côté émotif me touche. Tout ce qui est la sensibilité. J'absorbe l'énergie des gens. Je suis dans la créativité. J'aime toucher le cœur. Tu sais, je dis souvent, Juliette et moi, on a souvent des discussions tu sais, au sujet de la chanson parce que Juliette, elle chante. On aime les chansons qui font mal, tu sais, les chansons qui portent un message, puis qui viennent nous chercher, là, puis qui nous font mal dans le bon puis dans le mauvais sens. On est toutes là-dedans dans cette espèce d'émotivité. Fait que, oui, il y a ce côté-là qui me définit en tant qu'HPE, puis au potentiel, ben c'est simple. Mon cerveau est un système d'exploitation différent d'une majeure partie de gens qui sont la norme dans la société. Donc, dans ma tête, ça va très, très, très vite. Je me fais souvent dire qu'il faut que je me ralentisse. À 52 ans, j'ai appris à me ralentir. Mais ça reste quand même un défi. Puis, je vais te dire, j'ai découvert ça parce que Juliette, on cherchait ce qui se passait avec elle. Puis, j'avais rencontré dans un gym quelqu'un qui m'avait dit, en regardant une photo de Juliette, ta fille, elle a quelque chose de particulier, je le vois dans ses yeux, puis je le vois dans tes yeux à toi aussi. Puis je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que cette personne-là, elle me dit? Puis elle m'avait amené un livre, un petit livre pas trop épais de Raymond Dazan qui s'appelait Les secrets du surdoué. Puis je me souviens de lire ça dans ma cour un soir, puis je dois avoir 41, 42 ans, puis je cherche des réponses pour Juliette. Puis je suis assise dans la balançoire, puis je pleure. Puis Arnaud, il sort, puis il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Puis j'ai dit « Ma vie est écrite là. » J'ai dit toutes les réponses. Tu sais, moi, je veux dire, ma mère, il n'y a rien qu'elle ne m'a pas dit, là. Tu sais, que j'étais folle, que ça ne marchait pas dans ma tête, que toutes les réponses étaient là. Mon incapacité à contrôler ma peine quand j'avais de la douleur, mes trop grandes joies, tout était écrit. Tout mon parcours scolaire. Puis là, je me suis dit, ben ma fille est ça aussi. Il m'en manquait un bout. Mais ça répondait à quelques questions. Puis pour aller plus loin là-dedans, ben, j'ai contacté Au Potentiel Québec. Puis je suis allée assister à une réunion. Puis je me souviendrai toujours ce soir-là de rentrer dans un local où il y avait peut-être 150 personnes. Puis c'était 150 personnes comme moi. Le bien que ça m'a fait. Claudine, t'as pas idée le bien que ça m'a fait. De savoir que tu n'étais pas seule. Oui, que ces 150 personnes-là, dans ce local-là, premièrement, tout le monde parlait en même temps. Ça parlait tellement vite. C'était comme des feux d'artifice. C'était... Ça a été une des plus belles découvertes de ma vie, vivre ça. D'être là, dans ce local-là, puis de dire, OK, j'ai ma place. J'ai ma place. Je ne suis pas tout seul au monde, non, je ne suis pas un extraterrestre. Je suis pas bizarre. Oui, je suis différente. Puis tu sais, oublie pas qu'on a à peu près le même âge. Nous autres, on parlait pas de ça quand on était jeunes. Ben non.
C'était pas quelque chose qui était amené. Moi, ça a été mon premier contact. Puis je te parle de ça il y a une dizaine d'années déjà. Puis tu l'aurais peut-être jamais su si tu n'avais pas voulu investiguer Non, pour ta fille. exactement. Puis à partir de là, ben avec Au Potentiel Québec, en écoutant Raymonde, Raymonde a fait des capsules délicieuses sur YouTube, sur les gens qui sont au potentiel, puis sur les difficultés, puis les choses positives qu'on a dans la vie. Je me suis fait un sac d'outils. Puis aujourd'hui, je me gère super bien. Quand je suis fatiguée, des fois, c'est plus difficile. Mais je me gère bien, sauf que si j'écoute Bambi, je vais pleurer. Si je vais aux zoo de Granby et que je vois des animaux, je vais pleurer. Mais j'ai accepté que ça fait partie de qui je suis, puis mes enfants le savent. Puis, tu sais, on est tous neuroatypiques chez nous. Fait qu'on a appris, on est intense. Chez nous, tout se fait dans l'intensité. Puis c'est correct de même. Puis, tu sais, chez quelqu'un... Quand on s'aime dans l'intensité. Quand on chicane dans l'intensité. Puis chez quelques mois, ben c'est un peu ça. Tu sais, quand je regarde ma gang, il y a plusieurs années, je disais qu'on est toute une gang de bras cassés ensemble, mais c'est pas... tu sais, je disais ça avec beaucoup d'humour et d'amour. Mais on a tous des petits quelque chose qui sont différents. Tu sais, quand tu regardes ma gang, là, tu peux dire, ah ben, on est chez quelques mois, et ça paraît que c'est Amélie qui est en haut de ça parce qu'elle s'est entourée de gens qui y ressemblent. Moi, je vais te choisir pour tes valeurs de cœur. Je vais te choisir parce que tu as du talent. Je vais te choisir parce que tu as de la créativité. Je vais te choisir parce que tes valeurs, c'est de servir. C'est pour ça que je vais te choisir. Que tu aies fait Ferrandi en Europe, là, j'en ai rien à cirer. Là. Que tu sois le meilleur pâtissier, que tu sois Cédric Grelet, si tu ne fites pas dans notre gang, tu ne fites pas dans notre gang. C'est pas ça, le trip de quelques mois. Mais tu sais, c'est ça. Puis, je vis avec ça depuis 10 ans. En ce moment, ça fait longtemps que je veux en parler de ça, puis en ce moment, je vois tout le monde sortir, là, puis tu sais, aller faire des podcasts, puis la télévision, puis en parler, puis tout. Puis c'est comme une libération de voir que c'est mis en avant. En avant. Tu sais, qu'on peut en parler, puis que c'est comme ça. Puis, tu sais, je pense que Juliette, là-dessus, elle m'inspire beaucoup parce que, d'ailleurs, quand tu le ressens en podcast, bon, je vais te le dire, j'ai pleuré le 3/4 du podcast quand je l'ai écouté parce que j'ai trouvé qu'elle était tellement articulée puis qu'elle était tellement en maîtrise de ce qu'elle vit, mais elle m'a fait comprendre des choses, tu sais, que dans la société, il n'y a pas juste des gens neurotypiques. Puis il n'y a pas juste des gens neuroatypiques. Non. Il y a toutes sortes de monde. Puis on a toute notre place. Puis c'est la société qui fait que si tu ne corresponds pas à une boîte, ben tu es tassé sur le côté. Mais dans les neuroatypiques, il y a différents types de neuroatypiques, puis il y a différents types de neurotypiques, puis tout le monde a sa place. Puis ça, c'est en plus du bagage qu'on a dans notre famille, d'où on vient, comment on a été éduqués. Ça aussi, là, c'est ce qui nous forme comme être humain. Là, mais au Québec, je vais te dire là-dessus, là, sur le haut potentiel, là, on a des crottes à manger. Je trouve qu'on a la pilule facile. Je trouve qu'on a le TDAH facile. Je trouve que on a les troubles de personnalité narcissique et facile. Je regarde des gens autour de moi. Puis, tu sais, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas la prétention de connaître d'en connaître plus que les autres. J'ai juste observé. Puis, probablement que ça fait partie de ma douance aussi. Moi, je suis capable de détecter quelqu'un qui fait de la douance en dedans de 5 minutes, je le sais. Puis, souvent, j'ai des gens qui viennent me voir puis qui me disent ah, ben là, j'ai compris finalement qui j'étais. J'ai un TDAH. Ma psy, je vais avoir des médicaments. Puis, je la regarde puis je fais mais mon Dieu, ça ne te tente pas d'investiguer plus loin? Je trouve qu'on va vers la pilule vite. Je trouve que chez les jeunes, chez les adultes, c'est rendu la solution facile. Moi, je vais te dire, là, j'ai une tête de cochon, là, puis je m'étais dit que j'étais pour me diagnostiquer tout seul, puis que j'étais pour comprendre tout seul comment passer à travers la vie par moi-même. Puis Juliette a fait la même chose, hein, elle est allée chercher son diagnostic tout seul. Puis il n'était pas né celui qui était pour me mettre une pilule dans la bouche. Parce que je le savais que moi, dans ma situation, j'étais capable de me gérer par moi-même sans la pilule. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on va vers la pilule vite. Puis on aurait avantage à regarder le haut potentiel. Parce que
on aurait peut-être moins de problèmes à bien des endroits. Puis en Europe, là-dessus, ils sont plus évolués que nous sur le haut potentiel. Ils ont des écoles là-bas qui sont vraiment faites pour les enfants qui ont de la douance. Nous autres, au Québec, on est forts dans l'enfance. On est des experts partout à travers le monde dans l'enfance. S'occuper de nos enfants. On leur donne tout à nos enfants. Il y a des tables à langer partout au Québec. Va te promener à Paris, il n'y a pas de table à langer nulle part. Nous autres, l'enfance, on s'en occupe. Mais je trouve que pour le haut potentiel, on passe à côté. Puis comment une personne peut avoir des signes de penser qu'elle peut être cette personne à haut potentiel? C'est quoi les signes? C'est quoi les signes? Tu me poses une question comme si j'étais une experte. Puis Non, mais toi, c'était quoi les signes qui t'ont dit? Ben là, tu t'en as parlé un petit peu, mais tu parles au niveau des émotions. Ben, moi, je suis une haut potentiel émotif. Fait que c'est sûr qu'au niveau émotionnel, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui... Ça, c'est des gens qu'on va dire t'es overreact. Ouais. C'est-tu les gens qu'on va dire, mettons qu'on veut mettre des mots à... moi, je toujours overreact. Ouais, je overreact. Tu prends de la place, tu prends beaucoup de place, tu coupes la parole. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit toute ma vie. Puis, en fait, je coupe pas la parole. C'est que ça va tellement vite dans ma tête que quand une personne me parle, je suis déjà rendue 10 000 en avant, puis je sais déjà ce que je vais y répondre. Mais c'est pas une volonté de couper la parole, c'est vraiment... Fait qu'imagine, quand je suis dans les émotions, dans la passion, Seigneur, me demander d'attendre que tu finisses de me raconter quelque chose. J'ai déjà compris, j'ai déjà... Regarde, moi, te le régler ton problème, là, solution. Des fois, avec mes employés, je leur dis solution, parce que t'es déjà ils peuvent me parler de quelque chose, puis moi, je la connais déjà, la solution. Mais, tu sais, c'est des signes. Le cerveau d'une personne qui est haut potentiel fonctionne en arborescence. Donc, beaucoup de difficultés à contrôler les hamsters qui sont en haut. Là. Ça pense 24 heures sur 24, ça fonctionne 24 heures sur 24, des troubles de sommeil. Moi, je dors avec un ventilateur, puis je dors avec la pluie. J'ai une application de pluie sur mon cellulaire, puis j'ai un ventilateur qui tourne à plein régime. Puis avant, plus jeune, là, je te dirais jusqu'à l'âge de 45 ans, le ventilateur, c'était suffisant. Aujourd'hui, le ventilateur, c'est plus suffisant. Ça prend la pluie aussi. Il faut que j'endorme cette gang-là en haut parce qu'ils parlent tout le temps. Ils sont toujours en train de parler. Ils ont toujours quelque chose à se raconter. Ce gang-là étant dans ta tête. Ben, mes hamsters, je leur dis, ils sont 24, là, puis ils parlent tout le temps. Fait que, tu sais, c'est tous des signes. Oui, ça peut être des signes de d'autres choses. Moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Mais, tu sais, ne pas fitter nulle part. Tu sais, avoir l'impression d'être un outsider partout où est-ce que t'es. Tu sais, moi, plus jeune, là, je mangeais avec mes professeurs le midi. Les jeunes de mon âge, je trouvais qu'il n'y avait rien à dire. Ça ne m'intéressait pas, ça ne me stimulait pas assez. C'est toutes des choses qui sont... Tu sais, puis souvent, les gens, ils vont dire « Ah oui, mais mon enfant n'est pas haut potentiel parce qu'elle est à maternelle et elle ne sait pas lire encore. » Ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles. Je veux dire, moi, je fais de la douance. J'en ai fait toute ma vie. Je n'étais pas une première de classe, là. J'étais une première de classe dans les cours où j'avais une passion puis où j'aimais ça. Les cours, je me faisais chier. Je n'étais pas une première de classe, là. J'avais zéro intérêt à être une première de classe. Pour moi, c'était pas intéressant. Je veux dire, puis c'est la même chose pour mes enfants aussi que je regarde aujourd'hui, qui font toute la douance, tu sais. C'est juste... Ça se manifeste différemment, tu sais. Puis quelqu'un qui est HPI, au potentiel intellectuel, va le voir d'une autre façon que quelqu'un qui est HPE. Moi, c'est une évidence que je suis une HPE. Je suis toute en émotion et en... C'est mon cœur qui guide ma vie. Fait que... Puis là, tu disais, il y a d'autres projets. Est-ce que tu sais vers quoi tu veux t'en aller? Qu'est-ce qui mijote présentement? Ce qui mijote présentement, c'est probablement... Puis tu vas rire parce que je vais te faire un beau wrap-up, je vais te ramener au début. Je veux travailler avec les bébés naissants. OK. Parce que dans toute ma vie, ce qui m'a apporté le plus de bonheur, c'est un nouveau-né. Pourquoi? Est-ce qu'en vieillissant, on revient tous à ce pourquoi on était là? Un nouveau-né, pour moi, c'est plein d'énergie, c'est plein de... C'est pur. C'est pur, c'est plein de... C'est doux, c'est
c'est une vie en devenir, puis j'ai une connexion avec eux qui est extraordinaire. Fait que j'espère qu'il y a des nouveaux-nés dans mon avenir. Puis je te parle pas en tant que grand-maman, là. Je te parle... Pour un projet. Oui. Puis ça fait longtemps que je le porte en moi, ce projet-là, de travailler avec les tout petits, puis même pas jusqu'à 3 mois. Je te parle de vraiment, vraiment, là, de 0 à 3 mois, là. Okay. Cette tranche d'âge-là. Parce que je pense que dans ma vie à moi, c'est la chose au monde qui m'apporte le plus de bonheur. Comment ça va se faire, je le sais pas. Mais j'aimerais ça, trouver un moyen de mettre ça en place. Que ce projet-là, projet-là c'est ce qui mijote dans ma tête. Mijote dans ta tête. On parle un petit peu aussi d'entrepreneuriat, veut pas, féminin. Ouais. Comment ça... Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi, de par ta propre expérience? Et moi, j'ai la mienne aussi depuis 32 ans, mais l'entrepreneuriat féminin, c'est quoi ton regard par rapport à ça des dernières années, de maintenant? Excellent. On va prendre une petite gorgée. Et Seigneur, ça, c'est la question à 200 000. Maudit qu'on ne l'a pas facile. Maudit qu'on ne l'a pas facile. Parce que... je pense au mâle alpha, là. Ouais. Tout le monde en parle, là, tu sais, où est-ce qu'il dit... Vous étiez bien dans vos cuisines, là. Pourquoi vous n'êtes pas restés là? Moi, je suis un entrepreneur, là. J'ai tout le temps voulu être un entrepreneur. J'ai tout le temps voulu être une mère aussi. Pourquoi je serais obligée de choisir entre les deux? Puis je trouve que les femmes, on porte encore le stigma de « tu devrais rester dans ta cuisine ». Puis on a beau avoir des conjoints qui sont hyper compréhensifs et présents, ça reste que quand on travaille 70 heures par semaine puis qu'on n'est pas là pour s'occuper des enfants, on finit par l'entendre. Ça finit par sortir. Chose que le père, lui, l'entendra pas. Non. Puis c'est dommage, on est en 2024, puis c'est encore ça la réalité des mères. C'est très rare que tu vas voir des enfants reprocher à leur père de ne pas être là dans leur vie de tous les jours pour faire la boîte à lunch ou pour faire le... On dirait que c'est socialement acceptable, ça. Tu sais, quand je me promène avec les filles de Mama Fiesta, là, ça aussi, c'est quelque chose que je constate. Tu sais, on est toutes là, les filles. Il y en a beaucoup qui ont leurs enfants avec eux. Je te dis pas qu'il n'y en a pas des pères qui traînent leurs enfants dans leur pop-up, là. C'est pas ça que je te dis. Mais je te dis que c'est pas encore la majorité. Non. On a encore du chemin à faire là-dessus. Entre trouver une conciliation entrepreneur-mère. C'est pas... je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place. Les femmes, on est extraordinaires. Oui, ça évolue. On est résilientes. Moi, là, ils m'épatent, ces filles-là. Toi, tu m'épates. moi, je m'épate. On est des femmes... On marche au son de notre propre tambour. Tu sais? Non, ça, c'est bien vrai. Puis, à force de le faire, on dirait qu'on s'en rend plus compte, mais effectivement. Mais oui, on est forte, on est résiliente, on a des idées. Quand il nous arrive une jambette ou qu'on tombe, on va trouver le moyen de se relever. Pourquoi? Parce que s'occuper des enfants, c'est ça tous les jours. C'est des défis, puis on s'attend même à ça, de tomber puis de se relever parce que c'est pas plus facile. Parce que même être une femme entrepreneur, c'est le regard de la société. Même si ton entourage, tu sais, comme tu disais, à un moment donné, ils en ont fait des cupcakes puis tout ça, mais il y a le regard de la société, puis justement, quand tu arrives, ne serait-ce que négocier un contrat, quoi que ce soit, le côté masculin est très là. Oui, encore. En 2024. Puis il est là partout. Puis tu sais, moi qui ai mis au monde 4 filles, en ce moment, j'ai des questionnements. Tu sais, je les regarde aller, là, puis tu sais, je ne vais pas aller commenter ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec toute la montée de tout ce qui se passe en ce moment. Puis je ne veux même pas nommer tout ce que ça représente. Mais ça reste que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir au chemin qu'on a fait, puis à toutes celles qui sont passées avant nous pour que toi puis moi, on soit assis aujourd'hui avec le droit de dire ce qu'on dit, tu sais. Puis c'est tellement important.
Puis les femmes, là, Colin, qu'on est... La charge mentale, on parle de la charge mentale, mais elle est Ah! encore là. On en parle, on le verbalise, mais c'est encore là. Ben oui, Tu sais, absolument. c'est encore là, puis est-ce que ça évolue vraiment? Je pense que ça évolue un petit pas de souris si on compare avec toute la prise en charge, puis tout le fait qu'on verbalise tellement ça que dans le temps de nos grands-mères, il y en était c'était un mode de vie. Là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, on en parle, mais on dirait que ça évolue pas partout. On dirait qu'il y a encore des endroits où est-ce que ça évolue pas. Puis tu sais, c'est... En tout cas, je me croise les doigts pour mes 4 filles, là. Mais on a encore des croûtes à manger. Parce que, Puis tu il sais, faut pas lâcher. Tu sais, quand j'entends dire « On est tanné d'entendre parler de féminisme », pourquoi on est encore en train de parler de féminisme en 2024? C'est parce que vous n'avez pas compris. c'est ça. Non, c'est ça. Puis aussi, ce qui arrive, ce que je vois dans les nouvelles générations de mères, de jeunes mères, c'est que là, ils ont, en réalité, ils ont la pression des 2 générations qui les précédaient, dans le sens qu'ils ont la pression du temps de nos grands-mères qui étaient à la maison, mais ils ne travaillaient pas. Donc, elles avaient le temps de prendre soin de la maison, que tout était spick and span dans la maison. Elles étaient bien mises, faisaient leur petit bigoudi, elles s'occupaient des enfants. Pendant que les enfants étaient à l'école, elles faisaient de la popote, de la bonne nourriture, mais elles ne travaillaient pas. Puis après ça, tu as l'autre génération qui a suivi où il y a les femmes ont commencé à travailler, etc., puis toujours avec la charge mentale. Mais là, on dirait que les nouvelles mamans, ils doivent être bien mises, avoir une maison spick and span, s'assurer des activités, s'assurer que les cadeaux, les sorties, la vie sociale, c'est important, être bien mises durant leur temps social entre amis, avoir du temps avec le conjoint en amoureux, c'est important. Ils doivent cocher toutes les cases, plus de cases que nos grands-mères devaient cocher, puis même que nos mères et même nous, on doit cocher. Parce que là, elles doivent vraiment là, cocher toutes les cases des 2-3 générations avant elles. C'est ce que je vois, moi, des nouvelles mères trentenaires. Oui, absolument. Mais tu as tout à fait raison. Puis je les regarde, puis je suis épuisée. Je suis épuisée à me dire... Mais mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? La pression sociale, elle est extraordinaire. Puis, moi qui est très active sur les réseaux sociaux, puis qui les suit, ces femmes-là, là, parce que, bon, c'est la pointe de l'iceberg, mais ça reste que c'est un échantillon quand même de ce qui se passe, là. Je veux dire, il y en a qui vont oser se montrer pas maquillés puis pas coiffés, mais il y en a beaucoup que l'image, l'esthétisme est tout le temps parfait. C'est comme si dans ces maisons-là, ça traîne jamais. C'est tout le temps comme dans un magazine. Les enfants sont tout le temps propres. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de conflit entre les conjoints. C'est comme des vies artificielles. Exact. Puis la même chose dans leur réseau social entre amis, que l'enfant d'un n'en fait pas ci. Les enfants, il faut qu'ils soient parfaits en société. Il ne faut pas qu'ils se comparent un avec l'autre, l'enfant d'un, l'enfant de l'autre. Comme tu disais, c'est comme effectivement s'ils vivaient... c'est une génération aussi, beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup à regarder la vie des autres aussi et à se forger, vraiment une vie un peu artificielle, mais en se l'imposant comme être humain. Là. Fait que je trouve que ça leur donne une responsabilité encore de plus lorsqu'elles travaillent parce qu'elles veulent exceller au travail, elles veulent être en contrôle, elles veulent avoir l'autonomie, être autonome financière, mais elles ramassent tout ce qui vient avec, là, côté parental, mère, entretient la maison, etc., etc. Oui. Ils ne sont pas sortis du bois. Non, non. Puis c'est pour ça, mes 4 filles font partie de cette génération-là, puis c'est inquiétant. C'est inquiétant. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on recule au lieu d'avancer. Puis, malgré le fait qu'on parle de la charge mentale puis tout ça. Oui. Je pense que ça a aidé plus, peut-être, juste la génération avant les jeunes mamans 30. Peut-être que le fait de parler de la charge mentale à ceux qui en ont 40, mettons,
ça leur a comme fait prendre un break en disant, ouf, hey, sais-tu quoi? Tu vas commencer, toi, à faire des lunchs. Sais-tu quoi? Toi, tu vas commencer à aller chercher les petits à l'école, mais sans avoir tout l'aspect, justement, tout l'aspect artificiel du décorum, puis d'être bien mise, puis d'être toujours bien méchée, puis bien maquillée, puis ça a peut-être plus servi cette génération-là plutôt que la nouvelle génération de Je maman. sais pas, mais la nouvelle est sur son cellulaire. C'est triste de voir ça, de voir que... Puis tu sais, je m'inclus là-dedans aussi, là. Je l'utilise beaucoup, mon cellulaire. Mais la vie, c'est pas ça. C'est pas le cellulaire. Puis malheureusement, aujourd'hui, les jeunes, ils grandissent avec ça, puis ils pensent que ce qu'il y a là-dessus, c'est la réalité. Puis quand ils arrivent dans la vraie vie, ils ont un méchant choc. Ben ouais. Puis tu sais... Ou ils pètent aux frettes, comme on dit. Tu sais, quand on sort en pop-up, ce dont on se parle le plus entre nous, c'est la solitude, puis l'isolement, puis l'épuisement. Tu sais, puis ça nous fait tout du bien d'aller en pop-up parce que c'est une bulle où est-ce qu'on se retrouve à parler des mêmes choses. Oui, puis ça prend un entrepreneur pour comprendre un entrepreneur, puis ça prend une femme entrepreneur pour comprendre une femme entrepreneur. Mais tu sais, où on s'en va, c'est un sujet dont je préfère pas parler parce que je trouve ça très inquiétant. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, quand tu es une mère, moi aussi, j'ai une femme dans les mêmes âges que les tiennes. Puis c'est ça. Puis nous, qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi, pour les aider à ce qu'ils soient le plus outillés pour ça? Tu fais quoi, toi, comme mère, pour tes 4 filles? Je les accepte. Je les écoute. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de conseiller. Je pense que quand ils viennent frapper à ma porte, je suis là. Je pense que j'essaie de leur montrer par l'exemple, comme je faisais quand ils étaient tout petits. On a une relation un peu particulière parce qu'elles m'ont vu depuis 7 ans bûcher comme une folle. Donc, ça amène des discussions qui sont, des conversations qui sont plus faciles à avoir. Mais tu sais, je pense qu'avec les enfants, ce qui est le plus important, c'est de garder les canaux de communication ouverts, puis de ne jamais tomber dans le jugement, puis d'être à l'écoute. Ils nous écoutent pas tout le temps. En fait, ils nous écoutent jamais. Ils pensent qu'ils savent tout, puis c'est correct de même. Je pense qu'on était de même ça va être mieux. Oui, c'est ça. Mais je me suis tout le temps dit, je veux toujours qu'ils trouvent la porte ouverte chez nous. Peu importe ce qui va se passer, qu'on ait des opinions opposées, qu'ils prennent des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il faut que la porte elle soit ouverte pour que, justement... Il y a une chose qui manque aujourd'hui dans notre société, puis c'est beaucoup la passation des connaissances d'une génération à l'autre. Et ça, on ne met pas l'accent là-dessus dans notre société. Mais mon Dieu, qu'on aurait des choses à apprendre, même toi puis moi, de ces femmes-là qui ont 70, 80, 90 ans aujourd'hui. Exact. On ne met plus l'accent là-dessus. Comme en tant que société, on ne vit plus avec nos parents, nos grands-parents, on les fréquente moins, ils vont dans des RPA, on les voit une fois par 2 mois. Puis il y a toute une passation d'informations qui se fait pas. Puis c'est donc triste. Ou qui est très, 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 très dilué. Oui, très dilué, mais il y aurait avantage. Tu sais, on bâtit un avenir en apprenant de nos erreurs du passé. Bien, en ce moment, on dirait qu'on cherche à éteindre le passé. Puis on essaye de faire mieux. Mais on ne refait pas la vie, là. Ça reste la même séquence pareil. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu n'avanceras pas, là. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Amélie, là, pour les prochaines années? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Qu'est-ce qu'on me souhaite? On me souhaite de la paix. De la paix, de la douceur. De la douceur. Parce qu'à rendu à notre âge, c'est ça qu'on veut, hein? De la paix, de la douceur. De la paix, de la douceur, du plaisir. Du plaisir. Pas avec n'importe qui. Écoute, moi, là, je suis rendue que les limites, là, je riais hier parce que j'ai vu quelque chose passer dans mon fil d'actualité, puis c'était tous des petits sapins, là, puis ça disait les sapins de Noël qui sont importants, puis il y en a un qui s'appelait Boundaries. Mettre ses limites. Se respecter.
respecter qui on est. Si tu n'as pas envie d'aller souper avec quelqu'un, là, vas-y donc pas. Tu vas passer une mauvaise soirée, tu vas être de bonne humeur, tu vas nuire à l'autre personne. Vas-y pas. Mets tes limites, je pense que ça. Mais tu sais, on peut me souhaiter de la douceur. Je pense que les dernières années ont été extrêmement pénibles. J'ai été très fragilisée. Là, je pense que je suis prête pour passer à autre chose. Pour quelque chose de doux. Je suis tannée de me battre. J'ai envie d'avoir du plaisir. J'ai envie que ce soit le fun. Souhaitez-moi de la paix et du plaisir. C'est ce que je veux le plus. Ben, c'est ce qu'on dit. Peut-être un petit enfant, mais ça, on le dit pas trop fort. Non, on ne mettra pas de pression. On ne donnera pas de nom qui devrait en avoir une plus avant l'autre. Pas de pression. Oh, hey, merci, Amélie. Puis tu sais que je remets un certificat de... Est-ce que tu vas me faire pleurer? Ah, ben là, je sais pas, là. Je sais pas. Il y en a qui pleurent, mais écoute, je remets toujours un certificat d'engagement à mes invités. Alors, certificat d'engagement décerné à Amélie Lavoie pour avoir embarqué dans la maternité 4 fois plutôt qu'une, pour sa grande capacité à accepter et à apprivoiser les différences, pour les nombreuses réalisations et objectifs atteints, pour sa douance et ses traits de personnalité avec lesquels elle sait très bien conjuguer, pour sa résilience et son courage de vouloir toujours continuer. Parce que malgré les embûches, l'entrepreneuriat fait partie de son ADN. Pour les nombreuses dents sucrées rassasiées. Parce qu'en sa compagnie, on comprend bien l'expression « la crème sur le gâteau ». Parce qu'après quelques toi et quelques moi, maintenant l'important, c'est qu'elle soit. Merci, Amélie. Merci, Claudine. Merci énormément. Alors, je te souhaite je te souhaite que finalement, ça soit cake elle, cake toi, elle, mais quelle qu'elle soit. Merci, Claudine, de m'avoir donné cette plateforme-là, puis de me donner cet amour-là aussi. Puis cette reconnaissance-là, parce que je pense que dans mon parcours, c'est ce qui a toujours manqué. C'est ce qui a manqué le plus souvent, la reconnaissance. Puis tu vois, à 52 ans, on en souffre encore de ça quand on en a manqué quand on était tout petit. Fait que je te remercie beaucoup. Oh, ben, je te remercie en tout cas pour tous ceux à qui tu as créé du bonheur à travers tes gâteaux. Tu le fais encore, même si c'est pas une entreprise qui t'appartient, mais je te vois toujours, tu es dans la joie quand tu sers les gens. Puis c'est vraiment l'image que tu disais, il y en a qui reçoivent, il y en a qui donnent. Effectivement, tu fais partie déjà d'être maman de quatre enfants, il faut vraiment vouloir donner. Puis ben moi, je te remercie au nom de tous ceux à qui tu as fait du bien de quelque façon que ce soit. Merci. Puis je te souhaite le meilleur, du doux, du bon, un autre beau projet qui va t'allumer, mais avec plein de belle énergie. Puis c'est sûr qu'on garde contact. Oui, on garde contact.